Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Expérience, l'émission qui vous fait vivre la culture autrement. Quelle sera votre prochaine aventure culturelle? Chaque mois, embarquez avec nos invités, avec nos chroniqueurs pour 1 heure d'immersion au cœur du luxe, de la littérature ou de l'art de vivre. Et au sommaire de cette première émission, on commence avec le Culturoscope de Jem Algul. Les dernières tendances culturelles passent au crible et aujourd'hui, ce sera les cartes à jouer et à collectionner, alias les TCG. Ensuite, direction le monde de l'horlogerie avec Tempo Luxe. Si l'on parle souvent des montres suisses, on parle peu des montres basques. Pourtant, elles valent aussi le détour. Notre chroniqueur Laurent Meffre est allé à la rencontre d'Alain Maric, cofondateur de la marque March Lab, développée entre Los Angeles et Biarritz. Et c'était également le mois du design avec la Paris Design Week, la France Design Week. Notre chroniqueuse et gastronome Béatrice Constant en a profité pour rencontrer la designer culinaire Julie Rotham. Dans son atelier entre créativité et gastronomie, ce sera bouche bée. Et pour en finir, place à la grande interview pour cette édition de septembre. Elle est consacrée à Mathieu Lehanner, connu du grand public pour le design de la vasque olympique et de la flamme olympique des Jeux de Paris 2024. Avec lui, nous explorons la manière dont les Français vivent le design, s'y intéressent et y prennent goût. C'est parti, c'est Expérience. Et on ouvre l'émission avec le Culturoscope de Jem Algul. Alors j'ai lu TCG, Yu-Gi-Oh! Moi je n'y connais rien, mais j'imagine que je vais en savoir beaucoup plus dans un instant. Qu'est-ce qui est rentré dans votre Culturoscope, Jem ? Eh bien, Sybille, la rentrée politique française était marquée par un double rendez-vous. Il y avait d'un côté donc, un gouvernement qui venait d'engager sa responsabilité, de l'autre un sommet franco-allemand. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a pu voir sur Twitter une vidéo d'Emmanuel Macron diffusée lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de cartes Yu-Gi-Oh! C'était à Paris, on regarde. Bonjour à tous, je voulais remercier les équipes de Konami et notre rencontre à la Japan Expo. J'ai toujours ma carte. Et je voulais vous dire simplement, comme je m'y étais engagé, je suis là dans un sommet franco-allemand, donc je ne pourrais pas être avec vous, mais je pense bien à vous tous. Et je sais que c'est un jour important pour Yu-Gi-Oh! Et l'ensemble du monde du TCG qui se retrouve en France. Et c'est pour nous une très grande fierté d'avoir les championnats du monde de votre discipline, d'avoir tous les passionnés du monde entier qui vont se réunir en France et faire vivre leur passion, leur jeu, leur univers. Et donc je voulais vraiment vous dire bienvenue en France, bon jeu, je pense à vous et je suis très fier que vous soyez dans notre pays parmi nous et j'espère vous retrouver bientôt pour continuer la discussion. Et je vais vous dire combien aussi Alors, le président y brandit une carte culte, le fameux dragon blanc aux yeux bleus. L'image a aussitôt circulé et si certains s'en amusent, d'autres s'interrogent. Un président qui brandit une carte, qu'est-ce que cela dit de notre culture ? Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le jeu Yu-Gi-Oh! Alors, Yu-Gi-Oh! Avant tout, c'est un manga des années 2000 dans lequel le petit Yugi se trouve pris dans un conflit millénaire centré autour d'un jeu de cartes. Il faut savoir que Yu-Gi-Oh! C'est aussi l'un des 3 piliers du TCG. Alors, le TCG, littéralement Trading Card Game, donc ce sont ces cartes à collectionner qui passionnent des millions de joueurs à travers le monde. Il y a Yu-Gi-Oh! Mais il y a aussi Magic et le plus célèbre d'entre Sybille, Pokémon. Ces jeux de cartes donc sont des univers avec lesquels on peut jouer selon des règles personnalisables. La popularité de ces jeux a explosé pendant le Covid. Et pour avoir essayé plusieurs fois, je peux vous dire que ce sont toujours vraiment des moments très conviviaux et très agréables. Mais les cartes peuvent aussi être des objets de collection. Alors j'en ai amené quelques-unes. Ce qui est fascinant, c'est que tout tient dans un petit rectangle donc cartonné de quelques centimètres. Il faut que la carte soit immédiatement lisible, mais il faut aussi qu'elle soit esthétique. Et ces icônes miniatures, elles connaissent une circulation mondiale au point d'être devenues un langage visuel partagé. C'est très joli. Très très joli. Est-ce que ça a de la valeur, ça ? Alors certaines d'entre elles, oui. Et c'est justement un envers un peu plus inquiétant. Car les cartes ne sont plus seulement des objets pour le jeu ou des objets de collection, elles sont devenues de véritables actifs financiers. Comment ? Eh bien, certaines de ces cartes se revendent plusieurs dizaines de milliers d'euros et la spéculation se nourrit d'une rareté
entretenus par les producteurs. Alors, je me suis entretenu avec un gérant d'un magasin spécialisé qui me disait que les prix avaient beaucoup augmenté ces dernières années, avec une flambée depuis décembre 2024. Pour les plus jeunes, il y a évidemment un risque que la logique d'investissement supplante celle du jeu. On se retrouve face à une sorte de bourse miniature où l'adrénaline du tirage côtoie des logiques de marché. Beaucoup d'établissements scolaires ont d'ailleurs décidé d'interdire tout simplement ces cartes-là dans les cours de récréation. Et comment est-ce qu'on les achète? C'est en vente publique dans les magasins? Dans les magasins spécialisés, essentiellement, mais parfois chez les marchands de journaux, voire dans les tabacs. Évidemment, Internet est un moyen pour se fournir extrêmement pratique. On peut y acheter des decks préconçus destinés à jouer. On peut y acheter aussi donc des boosters, qui sont des paquets pour renforcer sa collection, voire des cartes à l'unité. Et alors, Sybille, dans le TCG, il y a une pratique qui fait un carton, c'est l'ouverture de paquets en direct. Sur YouTube, Twitch, des millions de personnes regardent des collectionneurs ou investisseurs ouvrir ce qu'on appelle donc les boosters dans l'attente fébrile d'un carton, d'une carte de valeur. Et cette pratique-là explose également et l'ouverture de paquets se transforme en performance culturelle quelque part. Et d'ailleurs, j'ai acheté un paquet Sybille pour vous faire une ouverture. Faisons la performance culturelle. Alors, est-ce que j'aurai autant de chance que Monsieur le Président? Ça, je ne suis pas sûr. Donc, j'ouvre le paquet, je fais défiler les cartes, sachant que les plus rares se trouvent généralement à la fin. Ah, là, il y a un truc qui brille. Faire défiler, elle brille. Ça ressemble à un dragon, ça. C'est pas le dragon blanc aux yeux bleus, c'est le draconienne de guerre galactique. Mais c'est tout comme. Donc pas de dragon blanc aux yeux bleus, pour moi, Sybille. Alors, oui, voir un président de la République brandir une carte Yu-Gi-Oh, forcément, ça surprend. Mais ce geste révèle quelque chose quand même d'un peu plus profond, à savoir que le trading card game, donc les jeux de cartes à collectionner, ne sont plus une passion marginale. Ils occupent une place centrale dans la culture contemporaine, des jeunes comme des moins jeunes d'ailleurs. Leur design, que je vous remontre, ça en fait des icônes. Leurs pratiques ont inventé de nouveaux rituels et le marché pose des questions très actuelles. Donc ce qui pouvait sembler n'être qu'un simple jeu de cartes est finalement devenu quelque part un reflet de notre société, à la fois imaginaire collectif, spectacle médiatisé et terrain de spéculation. Merci beaucoup, Jem. Je vais peut-être pouvoir m'y mettre. J'ai hâte de jouer à mon premier jeu. Et si vous voulez bien, on se tourne maintenant vers les montres. On va rejoindre Laurent Meffre qui va nous faire découvrir des trésors made in Basque, direction le monde de l'horlogerie avec Tempolux. Merci Sybille. Pour ce premier numéro de Tempolux, on se retrouve dans l'univers d'une marque Marchlab. Je suis avec Alain Maric, le fondateur et CEO de la marque. Merci Alain de nous recevoir. Avec grand plaisir. J'adore recevoir les gens, j'adore accueillir les gens. Et ça se sent? J'espère. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la marque, très rapidement, le pitch Marchlab en 1 minute. En 1 minute, on va essayer de faire moins même. Marque française, inspirée des années 70, à un prix aussi abordable que cela peut se faire avec de la qualité à l'intérieur. Voilà. Simple, efficace. Merci. Alors, je vais reprendre chaque point. Marque française. Ouais. Quand on parle, Marchlab est une marque horlogère, puisqu'on ne l'a pas précisé depuis le début, mais oui, c'est une marque horlogère. Vous faites des montres. Oui, exactement. Voilà. On pense plutôt suisse. Ouais, comme toujours, ça, toujours. Quand on dit luxe, montre, on pense plutôt suisse. Toujours. Toi, tu fabriques en France. Marchlab est une marque française. Qu'est-ce que ça implique pour vous, la manière, l'angle dont vous prenez ça? Nous, on est 3 Français à avoir fondé la marque et depuis le début, on voulait vraiment revendiquer notre savoir-faire français, enfin notre culture française. Et donc, on a zigzagué, on n'a pas trouvé la solution tout de suite. On a démarré Swiss Made et puis après, on est venu en France. On a rassemblé nos montres avec des mouvements japonais et maintenant, on assemble avec des mouvements suisses. Mais ces mouvements suisses, on les importe en France en pièces détachées. C'est quasiment 220 à 250 pièces détachées. Et on assemble le mouvement suisse en France, à Besançon. Et une fois qu'il est assemblé, on le règle et on le met dans nos montres. Donc on essaie de faire travailler le plus possible les horlogers français qui sont dotés d'un savoir-faire centenaire.
tu vois. Oui, clairement, Donc, voilà. qui est juste Qui sont tout aussi bons. qui était juste de l'autre côté de la frontière. Quoi. Exactement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Suisse, il y a 12 000 horlogers français tous les matins qui passent la frontière pour aller travailler chez les horlogers suisses. Ça, c'est pour la petite partie économique. Oui, Tu vois, mais qui a son importance. qui a son importance. Parce que j'aimerais savoir combien il y a d'horlogers au total en Suisse, Bah, sûrement pas le double en tout cas. Donc, tu vois. Donc, voilà. clairement. Donc on a le savoir-faire. Alors le fait d'assembler en France, de régler, d'emboîter, donne le Made in France. Alors, le Made in France, en fait, il est beaucoup plus simple que ça. Aujourd'hui, il n'est pas réglementé assez. C'est juste un code douanier, pour être vraiment factuel. Et en fait, il se dit il est écrit que c'est la dernière opération substantielle qui a été effectuée sur la montre qui permet d'avoir le Made in France. La dernière opération faite en France. Donc, par exemple, quelqu'un qui reçoit une pièce de Chine avec tout fait de Chine et qui a son bracelet qui même arrive d'un autre pays, s'il met son bracelet sur la montre en France, il peut de facto dire qu'il est Made in France. Donc tu vois, c'est encore un peu léger. En ce sens, on travaille, parce que je fais partie de la Fédération de l'horlogerie française et je pilote une commission France pour essayer justement d'essayer d'apporter un petit peu de transparence dans cette nébuleuse parce qu'aujourd'hui, tout le monde est perdu. Et on aimerait bien, non pas fliquer, non pas légiférer, mais juste que tout le monde un peu fasse du déclaratif et qu'il y ait une espèce de transparence où on dise, voilà, bah, moi en français, je fais ça, moi je fais ça plus ça, moi je fais ça plus ça plus ça. Et après, il n'y a pas de honte à dire que bah, on ne peut pas tout faire en France. Autrement, on aurait des produits beaucoup plus chers Non, mais c'est ça. et qu'on est obligé d'un moment de faire ce qu'on peut faire par rapport au prix qu'on veut atteindre. Ouais, exactement. Tu Donc vois. après, dans le prix, tu retrouves la part de fait en France, en fait, Exactement. quelque part, d'une certaine manière. Exactement. Moi, j'ai des montres aujourd'hui, tu vois, qui sont entre 1000 et 2000 euros. Si elles étaient françaises, ce serait le double minimum. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que tu as envie un jour, est-ce que j'ai envie, est-ce que je me sens capable, est-ce qu'on se sent capable d'aller vendre des montres à ce prix-là? Bah, pas forcément. Donc, tu vois, c'est un choix stratégique. Et moi, j'ai pris le parti depuis le début d'être très honnête et très transparent et de dire exactement ce qu'on faisait, ce qu'on faisait pas. Et voilà. Et en fait, les gens comprennent très bien, tu vois. Il n'y a aucun souci. Alors après, on en a parlé un peu avant l'émission ensemble. Le design, super important pour March Lab, évidemment. Bah, toi, tu es un homme de design, tu comprends. Parce c'est bien. parce que évidemment, faire du rétro cool années 70 quelque part en 2025, c'était un pari Ouais. d'arriver avec cette attitude déjà. Bah, d'autant que nous, on a démarré en 2011, en fait. Donc, au début, quand on est arrivé avec ça, et on a démarré à faire ça en 2011. Pourquoi? Parce que on ne comprenait pas pourquoi les marques ancestrales, les vieilles marques qui avaient tant de beauté dans leur carton dans les années 70, ne les remettaient pas au goût du jour, alors qu'on voyait plein de gens comme toi, comme moi, qui aimaient les vieilles montres, pardon. Et on se disait, mais pourquoi personne ne fait cette tendance? Et on est arrivé avec ça, en fait, il y a 14 ans. Et les gens étaient un peu surpris au début parce qu'ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, là, qui ne sont pas de l'horlogerie, qui ne sont pas du sérail et qui arrivent avec des montres hyper typées, petites, hyper raffinées, mais en même temps 70. Ils sont un peu, tu vois, en dehors du truc. Donc ça a mis du temps à percer parce qu'en fait, au début, c'était un peu surprenant. Et puis, il a fallu 3-4 années avant que cette tendance arrive dans l'horlogerie et que finalement, des belles marques ressortent leurs vieux modèles qui sont très beaux et que peut-être qu'il y a cette tendance générale de 70 qui reviennent en fait. Et après, ça a été carrément la déferlante. Ah bah oui. Ah là, alors, pardon hein, pour reprendre un terme de surf, mais vous avez bien surfé la vague là. Hein. Parce que ce moment où vous commenciez juste finalement à être connu, Ouais. quelque part, Ouais. à installer la marque March Lab, Ouais. et là, la vague des modèles années 70 avec toute cette aura autour arrive à fond et bien portée aussi par les bracelets intégrés. Complètement. Et là, vous profitez aussi certainement de cet élan à ce moment-là. Bah, complètement parce que comment dire, nous on y croyait, c'était dans notre cœur, tu vois, cette tendance, c'est ce qu'on aimait en fait. Et quand on a démarré ça, on ne savait pas que 5 ans après, tout d'un coup, pour ne pas citer quelle, mais la Royal Oak ou la Audemars Piguet ou la Nautilus de Patek, ça a devenu les icônes de l'horlogerie. On ne l'avait pas vu venir, ça c'est arrivé en 2015-2016. En 2010-2011, tout le monde chez Patek Philippe voulait acheter une Calatrava et pas une Nautilus. Et tout d'un coup, il y a eu cette tendance qui est arrivée. Donc oui, on a surfé dessus, bien malgré nous, on ne l'avait pas anticipé, mais tant mieux, parce qu'on en a profité. Et puis voilà, donc on adore ça. Moi, c'est marrant, il y a un journaliste anglais qui m'a dit, mais Alain, tu vas avoir un problème un jour. Je dis, ah ouais, lequel? Il dit, bah, le jour où la mode 70 sera passée, qu'est-ce que tu vas faire comme montre?
Et je dis, bah, tu sais quoi, Robin, je ne sais pas ce que je vais faire parce que je ne sais faire que ça, en fait. Moi, je fais ce que j'aime et donc on fera toujours des mondes des années 70. Et ce sera à nous d'être pertinents et d'être toujours différenciants et d'avoir notre petite touche qui fait que bah, les gens embrassent notre univers, embrassent notre marque parce qu'ils trouvent autre chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs, tu vois. Après, il y aura un vrai travail de recherche. Et puis il reste une somme incroyable de design des années 70 que vous n'avez pas encore exploité. Ah oui. Vous avez pris ça d'un côté, il y a tout le voyage à faire et je vois que vous avez sorti quand même pas mal de montres de forme Ouais. récemment, un public clairement plus féminin aussi. Ouais. C'était une volonté d'aller féminiser le public de March Lab. Bah, il se trouve que oui, on a ressenti une demande de la part des femmes qui étaient un peu perdues parce qu'elles trouvaient peu de choix avant d'accéder aux montres de luxe, qui sont très bien faites par les grandes marques de luxe pour femmes. Elles n'avaient pas beaucoup de choix finalement raffinés, élégants. Et donc, c'est vrai que nous, on avait cette patte un peu française, ce côté chic et cool, on va dire le côté un peu, tu vois, français chic et cool, c'est ça en fait, le mélange du chic décontracté, comme on dit, comme la parisienne. Et on s'est mis à faire des montres comme ça et on a tout de suite rencontré une clientèle qui a répondu présente à ce qu'on a proposé comme création. Et la montre femme, c'est un vrai bonheur parce que on peut dérouler plein de choses. C'est moins, j'ai envie de dire, c'est moins fermé, moins rigide au niveau des codes que la montre homme. Ou la montre homme, il faut toujours un peu rencontrer ses clients avec des codes un peu sans trop les perdre. C'est ça, j'ai l'impression qu'il faut toujours un peu rassurer. Exactement. Hein, il faut qu'on soit pas trop loin d'avoir un modèle pas trop loin d'une plongeuse et puis un autre pas trop loin d'une GMT quand même. Et puis, exactement. voilà. Mais c'est bien ce que tu dis parce que l'esthétique, je pense que nous, on est une marque qui avons privilégié l'esthétisme et on n'en est pas du tout, on n'a pas du tout honte de le dire. Puisqu'il y a des marques qui se revendiquent avant tout motoristes. Un motoriste, c'est donc des gens qui parlent avant tout du mouvement de la montre. Nous, notre principe de base, notre postulat, c'était faisons des très belles montres inspirées des années 70 et dedans, mettons des bons matériaux et des bons mouvements. Donc des mouvements qui ont été français, suisses, japonais, et puis maintenant suisses à nouveau. Et puis des bons bracelets. Les bracelets, on les fait en France aussi, on les fait à côté de Besançon. Donc des beaux bracelets en cuir, en alligator, ou en cuir, ou en veau, mais tu vois. C'était voilà, faire du beau et du bon. Et on n'avait pas du tout la prétention de réinventer les moteurs des montres ou de réinventer des choses dans l'horlogerie. Nous, notre volonté, c'était voilà, de créer de l'émotion et d'apporter quelque chose qu'on ne trouvait pas en fait, enfin, qu'on n'avait pas l'impression de trouver. L'angle était design avant Ouais. d'être purement technique sur le mouvement. Exactement. Mais quand tu regardes aujourd'hui les icônes horlogères qu'on connaît tous, c'est avant tout des montres dont le design est rentré dans la tête des gens. Les gens se fichent un peu de savoir ce qu'il y a dans une Nautilus pour revenir à elle, Oui, ou les gens se fichent de exactement. savoir ce qu'il y a dans une Tank de quartier. On porte Enfin, une montre, pas son mouvement. Exactement, tu vois. Ouais. C'est l'esthétique, voilà. Il y a des montres qui, à un moment, il y a une espèce de côté sublime où l'équilibre, il est parfait. Parce que tout marche, quoi. Les cornes marchent bien, la montre tombe bien, le volume est bien, le cadran est beau. Et à un moment, ça fait boum, ça marche. Et la montre est un produit très difficile à designer. Je dis ça parce que j'ai fait d'autres produits avant de faire des montres. J'ai fait de la lunette ou j'ai fait même des accessoires de surf. J'ai fait des choses qui n'ont rien à voir. Mais la montre, en fait, il y a une espèce de... C'est vraiment un produit en 3D, en 3 dimensions. Parce qu'il y a un tombé, il y a des angles, et c'est pas comme dans le textile, où c'est plutôt de la 2D le textile, même s'il y a la 3D. Mais voilà, la montre, c'est très difficile, et c'est vrai que c'est un vrai exercice de style. Et aussi parce que il y a des choses qui sont ancrées dans la tête des gens, des références, Rolex, compagnie, qui sont... Voilà. Et donc, aujourd'hui, pour dessiner un style de montre et avoir une identité sans être du plagiat, mais avoir une vraie identité avec du caractère et pas être trop dessiné, pas être over-dessiné, enfin surdessiné, tu vois, c'est très compliqué. C'est un équilibre qui doit être juste et ce qui est pas évident à trouver. Ouais, savoir s'exprimer dans la simplicité sans en faire des tonnes, très compliqué. Comme on dit, la simplicité, sophistication suprême, Léonard de Vinci, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Exactement. Ouais. Une question, tu parlais des modèles iconiques. Ouais. Ils sont iconiques parce que ça fait 50, 60 ans qu'on les voit et qu'on s'est construit notre propre prison mentale. Je pense. Ou est-ce que c'est vraiment la perfection
du design qui, selon toi, qui provoque ça? Alors, je pense qu'il y a un peu des deux. J'ai la réponse de Normand, mais oui, il y a vraiment, c'est évident qu'à un moment, il y a quand même un lavage de cerveau avec ces images qu'on voit et qui grandissent en nous. Et que tout d'un coup, il y a un phénomène d'amour qui se crée, de masse autour d'un produit parce qu'on commence à le voir beaucoup, 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 beaucoup. On le regarde différemment, donc oui, c'est un peu des deux quand même. Mais oui, c'est difficile à. Je ne sais pas où est la frontière, mais tu as raison. C'est vrai qu'une Tank, elle est née en 1915, donc figure-toi que ça fait quand même 110 ans qu'on voit ce boîtier. Je pense qu'au bout de 110 ans, ça fait beaucoup, tu vois. L'Oyster, 56, je crois, un truc comme ça, donc ça fait 70 ans, un peu plus qu'on voit l'Oyster, donc c'est des boîtiers qui sont rentrés dans la tête des gens. C'est vrai qu'avec le temps, c'est. Voilà. Mais la Nautilus et la Royal Oak, moi je connais des collectionneurs de montres qui me disaient, mais Alain, il y a 15 ans, personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Personne n'en voulait. C'est les montres qui partaient pas à la casse, mais voilà. Tout le monde ne jurait pas du tout que par ces montres-là, dans ces collections-là. Et aujourd'hui, tout d'un coup, parce qu'il y a eu un moment, l'image a été montrée différemment, les montres sont arrivées différemment, on les a vues plus, et puis elles ont été portées différemment. Et voilà, tout d'un coup, cette montre-là, et c'est vrai qu'elles sont belles. Ouais, il y a une belle réorientation marketing, alors qui a été organique d'ailleurs ou poussée par les groupes, on ne le saura jamais. Mais c'est vraiment intéressant, ce phénomène de retournement, Ouais. qui n'est pas unique dans le luxe d'ailleurs, mais Non, qu'on non. observe vraiment là de manière caractérisée, Ouais, toujours assez amusant. exactement. On finit sur la leçon de luxe. La leçon de luxe par Alain Maric. Moi, elle est facile pour moi, la leçon de luxe. Ton luxe, ta leçon de luxe, dis-nous tout. Ma leçon de luxe, c'est simple. Alors, je pourrais le citer, mais moi, j'ai une idole absolue, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Et pour lui, le luxe, ce sont les relations humaines. Il y a une phrase qui dit voilà, il n'est qu'un luxe véritable et ce sont les relations humaines. Pour moi, c'est ça d'abord le luxe. C'est être bien entouré, travailler avec des gens que j'aime tous les jours, au quotidien. Et ça, pour moi, c'est le luxe. Voilà. Et avant tout. Après, si on parle de produits, je pense que c'est un mélange de simplicité et de qualité qui fait que, voilà, à un moment, il y a un produit qui est tout simple, qui fait que on ressort un peu par une élégance qui est naturelle. Et pour moi, c'est ça, le luxe, c'est vraiment la simplicité. Voilà. Une montre, s'il fallait en garder qu'une. Une Marche Lab, Une Marche Lab, évidemment. une Mansart, la Mansart Golden Hour, là, on la sort avec un nouveau mouvement, mais cette montre-là, elle est juste, elle est simple, mais en même temps, elle a beaucoup de caractère parce qu'elle est très anguleuse. Et vraiment, elle représente bien la marque parce qu'elle est, voilà, voilà, on la met habillée en cravate, en chemise, on peut la mettre en t-shirt avec un jean. C'est l'élégance absolue et en même temps, c'est un produit qui est très simple et qui est juste. Et à un moment, l'équilibre, hop, ça marche. Voilà. Et pour passer dans le plus ancien, la vintage que tu veux. La vintage que je veux, Ouais. J'en ai eu des vintage, j'en ai beaucoup aussi. Moi, j'aimais beaucoup donc les Seiko, certes, mais j'aimais beaucoup les Bulova. Alors moi, j'étais fan des Space View Accutron. J'aime bien les séries Accutron parce que c'était vraiment 70 avec les bobines là, apparentes et tout. Ça, j'aimais bien. C'était une Euh, époque, ça. Voilà. Mais non, moi j'ai été inspiré par, je dis toujours très honnêtement, par 5 marques qui sont Bulova, parce que très créative dans les années 70, Seiko, qui a sorti des choses absolument folles. Pardon, mais Bulova qui aurait pu devenir un grand concurrent d'Omega. Tout à fait, Enfin, tout à aujourd'hui, fait. on pourrait les avoir au même niveau. C'est clair. Bulova était force de création, de créativité, homme-femme. En femme, c'est incroyable, Bulova. Années 70, c'est incroyable. Seiko, incroyable. Hommes et femmes, ils mettent une leçon de design à tout le monde. C'est qu'il y a des choses incroyables, il y a des pépites partout. Évidemment, t'as Goyer, parce que, enfin, Hoyer à l'époque, toutes les Hoyer étaient sublimes, parce que c'est des montres, moi qui me parle, c'est des montres simples, élégantes et en même temps assez casual sport. Enfin, voilà, tu vois, c'est vraiment ça. Ils incarnaient bien leur époque. Ouais, ça incarnait bien leur époque. C'est des belles montres, quoi. Un homme est chic, quoi, tu vois. Feu Robert Redford qui a disparu, tu vois bien un Robert Redford avec ça, ou comme un Paul Newman comme il avait, enfin, ou Steve McQueen évidemment, mais bon. Mais voilà, après, j'en ai oublié une, après Omega, bah oui, Omega, parce que la Speedmaster, c'est la Speedmaster.
on peut pas ne pas parler de la Speedmaster. Et puis même, il y en a eu d'autres qui sont très belles. Moi, j'ai eu une Omega Montréal avec un double affichage digital et aiguille analogique que j'ai adoré, que j'ai toujours, qui est super. Omega fait des très belles montres. Et puis les vieilles Rolex aussi. Les vieilles Rolex sont quand même une vieille Rolex, une vieille Air King ou un vieux Daito. Moi, ça marche, c'est très joli, quoi. C'est fin, c'est élégant, c'est très beau. Il n'y a rien à dire. Y a rien à dire. C'est la tool watch par excellence. Voilà. Magnifique. Tous ces noms qui résonnent, magnifique. Que du luxe, à différents étages, et c'est ça qui est beau, de l'artisanat au grand groupe, à tous les prix, et chacun son luxe. Exactement. Merci beaucoup Alain d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Laurent, avec plaisir. À très bientôt. Ciao, à bientôt. Au revoir. Ciao. Septembre, c'est le mois du design et notre chroniqueuse Béatrice Constance est glissée dans l'atelier de Julie Rotham, qui est designer culinaire, pour nous montrer comment art, design et gastronomie se rencontrent. On reste bouche bée, bien évidemment. Pour cette première chronique de Bouche Bée, nous nous sommes rendus à Saint-Ouen, dans le studio de Julie Rotham, designer culinaire, qui allie le beau et le bon depuis bientôt 20 ans. C'est une approche du design en fait, sur le matériau comestible et sur l'univers du comestible en général, pour créer de l'image, pour créer des banquets, pour voilà, tout ce qui concerne le comestible et la gastronomie. On va pouvoir accompagner les entreprises d'agroalimentaire dans leur réflexion, dans leur création. On a tout un pendant qui est beaucoup plus événementiel, donc qui est vraiment assez éphémère, où on va venir créer des banquets, créer des dîners, créer des expériences éphémères. On a une partie aussi qui traite de l'image. Donc on a un travail qui peut être d'accompagnement de direction artistique pour des entreprises qui ont vraiment des produits culinaires comme la Maison du Chocolat ou voilà, ce genre de marque, Potel et Chabot. Et puis il y a aussi tout un pendant qui va pouvoir être un accompagnement des chefs dans leur démarche. En fait, l'idée c'est pas du tout de se substituer à leur créativité, mais c'est de les accompagner en fait dans une démarche, dans un storytelling, et d'avoir une approche à 360 degrés, aussi bien dans l'assiette que dans la salle, que dans la façon dont le menu va être présenté, et essayer de donner une cohérence et une vraie direction artistique à tout ça. Donc c'est allier le beau, le bon, pour que ce soit un plaisir des yeux, de la bouche. Oui. Est-ce que vous avez des inspirations en particulier, ou peut-être vous avez une touche que vous appliquez dans toutes les créations que vous menez ? Moi j'ai une grosse influence qui vient vraiment de la nature en fait, une poésie du vivant, poésie de la nature, ça c'est vraiment des choses que j'affectionne beaucoup et qui sont pour moi les plus belles à retranscrire. Et puis, quand elle vient aussi croiser le savoir-faire humain, notamment pour les maisons de champagne, tout le processus d'élaboration du champagne, de la terre jusqu'aux cuves, toutes les étapes d'élaboration, en fait, sont des points hyper intéressants à venir retranscrire dans un plat, dans une gestuelle, avec des images, avec du son. Alors pour imaginer un peu comment vous travaillez, quelles sont les étapes de votre processus créatif ? Ça commence souvent par un brief. Donc on commence par tout ce qui est de l'ordre de l'esquisse. Donc une sorte de document qui va regrouper des premières intentions, des moodboards, des croquis, enfin qui pose vraiment la genèse du projet. Donc comment on va discuter avec le chef ou le traiteur qui va être dans la production en fait de ces idées. Il va y avoir des plans évidemment en fonction du projet, si on se trouve dans des éléments qui vont être très scénographiques ou non. Et puis voilà, après c'est beaucoup d'échanges avec le client, des tests, des maquettes.
des allers-retours, beaucoup d'allers-retours, et jusqu'au jour où on va vraiment produire l'événement ou venir shooter les produits en studio, où là, on a vraiment un rôle d'orchestrer en fait l'événement. Je pourrais parler du premier projet qu'on a réalisé, je dis on parce qu'on est vraiment toute une équipe, pour Hermès à Taïwan, où pour la première fois on a fait de la vidéoprojection sur la table. Et en fait, on avait une table qui faisait 60 mètres de long pour 200 personnes, avec la vidéoprojection, avec un serveur pour 2 convives, donc 100 serveurs à vraiment driver pour qu'ils viennent, en fonction de la vidéo, poser des plats à certains moments, en fonction du son, faire telle action. Donc voilà, c'était vraiment un gros projet et la première fois qu'on travaillait sur ce type de projet. Et donc là, j'ai été accompagnée par un studio de design graphique qui s'appelle le Studio Plastac, avec qui on écrit aussi un peu toute l'histoire, et un designer sonore, le Studio 31dB, quelqu'un qui a mis en forme toute la lumière. Donc voilà, c'est vraiment ensuite une équipe qui se met au service d'une histoire. Le comestible est au centre, mais tout vit pour que ce soit une expérience synesthésique, quoi. Et voilà quelque chose qui nous donne faim. Et cette fois-ci, c'est moi qui vais partir en interview avec les équipes d'expérience. Nous sommes allés dans l'atelier de celui qui a fait battre le cœur de tous les Français, et bien plus, car ils ont été des milliards à voir au moins en images la vasque olympique. Bienvenue dans l'atelier de Mathieu Le Hanner. Comment le design s'intègre dans notre quotidien, quels sont ses goûts à lui et quel est aussi son processus créatif. Nous lui avons posé toutes nos questions. Bonjour Mathieu Le Hanner, merci beaucoup de nous accorder cette interview et du temps dans votre atelier que vous nous recevez ici. Donc vous êtes designer, votre nom a quand même résonné dans les cœurs de beaucoup de Français parce que vous avez réalisé la vasque olympique et la flamme olympique qui justement vient juste d'être descendue. Ça vous a fait un petit pincement au cœur ? Ça m'a fait un petit pincement au cœur, mais déjà le fait qu'elle revienne, c'était une chose qui n'était pas du tout prévue, qui était assez inespérée. Donc oui, à un moment, il faut que ça s'arrête, et puis ça va revenir l'été prochain. Donc ce serait malvenu de se plaindre. En tout cas, nous sommes en septembre et c'est le mois du design. Il y a eu la Paris Design Week, il y a aussi la France Design Week. Vous êtes comment on appelle ça, le parrain de cette édition. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement qu'est-ce que la France Design Week, qu'est-ce que ça représente et bien sûr, qu'est-ce que c'est pour vous d'être parrain de cette édition ? Alors, sur la question du parrain... Ça ne change pas grand-chose. Non, non, c'est pas que ça ne change pas grand-chose. Je suis très flatté, je suis très honoré. Ensuite... Activement, je n'ai pas fait grand-chose. Sur ce que ça provoque, je crois que sans doute ça aide le public, le grand public, à y voir plus clair sur ce grand champ assez vaste du design, qui peut aller du design industriel, ça veut dire en général produit par l'industrie, en général en grande quantité en termes de production, jusqu'à des pièces qui sont plus des pièces d'auteur, qui sont parfois des pièces uniques ou des pièces en édition limitée ou très limitée. Donc ça donne une visibilité qui aide à dissiper un peu le brouillard. Et la France Design Week, en règle générale, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est une succession de moments, d'événements, d'expositions qui mettent en scène des designers, leurs productions, leurs pratiques, leurs recherches, parfois sur des objets qui vont être disponibles pour le grand public, parfois sur des choses qui sont encore en développement. Donc c'est vraiment un moment... Alors, si on prenait une comparaison, on connaît tous à peu près la Fashion Week, qui sont des événements très commerciaux, portés par des marques, qui font leur défilé, de vêtements qui seront en général ensuite disponibles en boutique. Là, c'est une chose qui est un peu plus ouverte, un peu plus vernaculaire et sans doute moins commerciale.
Et c'est quand même un événement qui a lieu en France entière, jusqu'en Martinique, donc vraiment la France dans sa globalité. Est-ce que le design est saisi de manière différente selon les régions? Est-ce qu'il y a des designers partout? Il y a des designers en gros partout et depuis, je crois, la nuit des temps. Je pense que le premier homme ou la première femme dans sa caverne, à l'état Homo sapiens, taillant son silex, On peut dire déjà que c'est un acte de oui, design. bien sûr, était déjà une forme de designer, parce qu'un silex, vous l'avez en main, c'est un objet absolument sublime. Vous allumez un feu, ou vous allez chasser, donc il a une fonction qui est incontestable. Donc ça a toujours été là. Ensuite, aujourd'hui, effectivement, ça prend de multiples formes. Donc des événements comme ça, encore une fois, permettent de faire une sorte d'arrêt sur image de là où en est la création en France, dans ce domaine-là, là où en est les recherches, où en sont les recherches des designers. Donc non, c'est plutôt une chose qui est assez nécessaire et qui est plutôt assez gaie en fait. Et le fil directeur de cette France Design Week, c'est le design utile. Est-ce que le design est forcément utile? Parce que est-ce qu'il y a une notion d'utilité forcément dans l'acte de design? Oui, historiquement, il y a une notion d'utilité et c'est un des éléments qui pourrait le différencier d'une production purement artistique, d'un objet sculptural ou d'une peinture, etc. Donc celui-là, l'objet de design, en général, rentre dans vos vies et ne demande pas uniquement à ce qu'on l'admire comme une œuvre d'art, mais que vous viviez avec, qu'on s'assoit dessus, qu'on mange dessus, qu'on s'éclaire avec, ou qu'on roule dedans. Mais alors ensuite, la notion de fonction, et même elle est assez vaste. Oui. Vous évoquiez la vasque olympique. La fonction de la vasque olympique, elle est discutable. À quoi ça sert ce truc? On pourrait se dire pas à grand-chose. Ça ne sert pas vraiment à éclairer, mais un peu. Ça sert surtout à fédérer, provoquer de l'émotion, rassembler les personnes, être porteur d'une sorte de message, presque de liturgie, si on prenait un terme presque religieux. Donc, mais voilà, mais la fonction, c'est aussi une donnée qui est un peu élastique. Hein. Mais derrière design utile, vous avez, en tout cas France Design Week a souhaité mettre en avant quelque chose en particulier? Non, pas spécifiquement, mais probablement quand ils choisissent ce thème-là, c'est une façon aussi de commencer à donner une définition ou un morceau de définition de ce que serait le design. Est-ce que vous avez parlé justement de cette vasque olympique qui touche les cœurs, qui a une notion d'émotion? Est-ce que vous avez l'impression que le design évolue dans la perception que les Français ont Je pense que la vasque a aidé. Oui. En tout cas, c'est le témoignage que j'ai entendu de multiples reprises de designers me disant, bah voilà, grâce à ça, je peux expliquer à ma mère, à mon père, à ma grand-mère ou à mes amis à peu près ce que c'est. Parce que effectivement, c'est une notion un peu... C'est une notion un peu fourre-tout. Personne n'est vraiment capable de donner une définition claire et définitive de ce métier-là. Personnellement, c'est sans doute pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. C'est que ça laisse une très grande liberté. Donc oui, il y a une notion esthétique, oui, il y a une notion émotionnelle, oui, il y a une notion d'utile. Ensuite, ça peut prendre de multiples formes, de multiples matériaux, à de multiples échelles. Mon projet de diplôme en fin d'école de design, c'était sur le design des médicaments. Comment faut-il dessiner un médicament pour que la relation entre un patient comme vous et moi et son traitement soit la plus optimale possible? Donc on est vraiment sur une échelle très petite. Oui. Très petite. Donc ça se joue à tous ces niveaux-là. D'accord. Mais est-ce que vous essayez d'apercevoir l'émotion, enfin en tout cas à chaque fois que vous créez, vous essayez de penser à l'émotion que ça va générer chez la personne? Alors en ce qui me concerne, je le mets tout en haut de ma liste de fonctions. D'accord, c'est la première chose à laquelle vous pensez. Oui, parce qu'en fait, on n'est plus dans les 30 Glorieuses, on n'est plus juste après la guerre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est plus à un moment où... L'histoire du design l'a connu, ce moment-là. Mais où on a besoin de mettre une table, 4 chaises, une lampe, un canapé dans tous les foyers. Parce qu'effectivement, il n'y a plus grand-chose et donc il faut repartir de la base. Aujourd'hui, on a à peu près tous, chez nous,
une table, 2, 3, 4 chaises, une lampe pour lire. Donc tout ce qu'on va continuer d'apporter n'est plus là forcément pour répondre à des besoins, je dirais, primordiaux, fondamentaux de nos vies. Donc ça se joue sur d'autres paramètres, sur effectivement une donnée émotionnelle, sur une donnée affective. Qu'est-ce qui fait que vivre avec tel ou tel objet, je vibre un peu plus, je me sens un peu plus vivant, et peut-être d'ailleurs que je le transmettrai à mes suivants. Et vous faites attention à ce que ça intègre du coup le quotidien, ou vous pensez que c'est plutôt un aspect de luxe, mais pas forcément dans le terme financier du terme, mais plus, par exemple, quelqu'un qui choisirait une œuvre pour mettre chez lui ou l'intégrer dans son quotidien et justement avoir plusieurs œuvres, que ce soit une œuvre d'art en fait. Alors, il y a une chose intéressante, c'est que souvent, vous regardez dans les musées ou les expositions d'art, l'art est souvent assez vertical. Oui. On le met au mur, c'est une statue, totémique, etc. Donc souvent, c'est une chose qui est face à vous, droite, et qui vous demande implicitement de l'admirer. Presque de vous prosterner devant sa beauté, son importance. Oui. Le silence des musées, etc. Voilà. Le design joue sur une autre stratégie. Le design est en général beaucoup plus sur le plan horizontal. Donc il rentre dans nos vies de façon plus humble, plus discrète, plus stratégique aussi sans doute, parce qu'il n'arrive pas justement avec ses grands sabots. Il ne vous demande pas de l'admirer, mais voilà. Il rase le sol, si je peux dire. Et une fois qu'il est chez vous, voilà, c'est là où vous en profitez pleinement. Donc je crois vraiment à cette capacité du design, quel que soit le type d'objet, à rentrer dans nos vies de cette manière-là. Et une fois qu'il est dedans, comme un cheval de Troie, eh ben, c'est là où il va s'ouvrir et révéler tout ce qu'il avait à vous donner. Et peut-être que c'est là où ça rejoint le design utile, parce que peut-être que l'utilité, la fonctionnalité permet de rassurer, d'avoir cette fonction un peu de cheval de Troie. Parce que si le design n'est pas utile, peut-être ça garde ça met trop en avant cet aspect très cathédral, très Moi, luxe. la première chose quand on finit de faire une pièce ici, de voir les premiers prototypes, la première chose que je regarde, c'est est-ce que les gens ont envie de la toucher. Et ça, pour moi, c'est le premier mouvement presque un peu primal, presque un peu instinctif de l'enfant, devant lequel vous mettez un objet, quel qu'il soit, et il a envie de le toucher et de le prendre. Et donc, si on finit une pièce, un prototype, quelle que soit la fonction pour le coup, et que les gens croisent leurs bras et prennent un air pénétré en disant « mais mon Dieu, ce que c'est beau, mon Dieu, ce que c'est intelligent, mon Dieu, ce que c'est élégant, etc. » Ça vous barbe. Je me dis c'est raté. C'est raté. Je me dis c'est raté. Si à l'image d'un enfant, leur premier mouvement, c'est de tester, de toucher, de s'asseoir, et quitte à dire après « oh pardon, je ne sais pas si j'avais le droit », là je me dis bah voilà, là on a touché déjà quelque chose parce que instinctivement, biologiquement, physiologiquement, l'objet est venu au contact de l'être humain. Et ça vous est déjà arrivé? Vous avez souvent des moments où vous devez repenser un objet parce que vous avez l'impression que ça ne touche pas les tripes de celui qui le regarde? Alors, oui, mais en général, d'abord, je travaille là-dessus dès les premières réflexions, les premiers dessins. C'est une chose qui est pour moi très importante. Ensuite, parfois, on modifie une chose, on modifie une forme, on modifie une matière pour effectivement arriver à toucher cette chose-là et toucher le noyau primitif et émotionnel. Et justement, comment est-ce que vous travaillez? Quelles sont tout d'abord vos inspirations? Est-ce que vous mettez un mot dessus? Est-ce que vous savez ce qui vous inspire? Je ne sais pas très bien ce qui m'inspire. Je suis assez contemplatif. Donc je regarde le monde tel qu'il avance, et ça depuis que je suis enfant. J'essaie de comprendre ce qui se joue en termes de relationnel, comportementale, etc. J'essaye de sentir la psychologie du monde dans lequel je vis. En fait, je suis un peu comme une sorte si j'ai une expertise ou un micro-talent, c'est comme si j'étais une sorte de membrane extrêmement réactive et qui va se mettre à vibrer en fonction de ce qui se produit. Et donc, le travail, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se produit ici, maintenant, dans ce monde, dans ce pays, etc. Et comment, en tant que designer, je peux amener, si ce n'est une solution, en tout cas une réponse à cette chose-là. Du coup, c'est très large, ou vous regardez plus particulièrement le goût
l'évolution du goût des personnes envers justement le mobilier, etc. Ou vous regardez vraiment même la géopolitique, les aspects très larges de la vie? Je préfère la géopolitique que le goût. Le goût, il bouge, il évolue, et puis lui, alors effectivement, il y a des mouvements un peu forts, mais pour le coup, il est plutôt lié à chacun en fonction de son expérience, sa subjectivité, sa culture, sa provenance, etc. Mais je pense que c'est plus intéressant de dézoomer. Il y a un an pile, je travaillais par exemple sur le mouvement des survivalistes. Le survivalisme, on a tous entendu parler de ce truc un peu bizarre, de personnes craignant à un moment une sorte d'effondrement politique, géopolitique, économique, environnemental, etc. Et il prend de multiples formes. Il prend des formes un peu paranoïaques de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, où je vais faire des réserves de nourriture, je vais trouver des armes, je vais creuser un bunker, etc. Et puis il prend aussi des formes parfois plus poétiques en disant « mais en fait, j'ai pas besoin de tout ça, j'ai pas besoin de tous ces objets, toutes ces choses, tous ces gadgets. Et donc, j'ai envie d'avoir une autre vie plus simple, plus en lien avec la nature. » Mais donc, finalement, c'est des choses qui commencent à émerger, qui se produisent. Et ça, c'est des domaines, par exemple, qui sont passionnants pour un designer en se disant, mais effectivement, c'est un vrai sujet. Si je devais créer un habitat réduit au minimum, qui reste confortable, mais où finalement je me déleste de beaucoup, effectivement, de choses dont je me suis entouré et qui finalement ne sont que des boulets, à mon mouvement, à ma créativité, à mon bien-être, qu'est-ce que ça doit être ? Et donc, voilà, ça c'est typiquement des sujets de design. Donc ça va effectivement au-delà des questions de tendance qui ne m'intéressent pas du tout, au-delà des questions de goût, mais pour répondre à votre question, oui, je trouve plus d'inspiration en ouvrant un quotidien de géopolitique qu'en ouvrant un magazine de design. Est-ce que vous, même si ce n'est pas votre inspiration, est-ce que vous constatez une évolution de la manière dont les personnes dans leur quotidien consomment le design? C'est-à-dire qu'on l'a vu historiquement. Je vous donne un exemple très concret. Dans les années 70, c'est là où on a vu, par exemple, un moment où les canapés se sont mis à être beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas, beaucoup plus confortable, beaucoup moins formel. Et c'était aussi un mouvement qui correspondait à un moment où on voulait plus s'asseoir comme papa et maman, encore moins comme grand-père et grand-mère, de façon très formelle, essayant de montrer une sorte de statut social, d'embourgeoisement un peu triste en fait. Et donc, tout le mouvement de la société a commencé à changer. Et les designers qui ont été les plus intéressants, c'est ceux qui, justement, ont senti ça. Et ont commencé, du coup, à dessiner des objets qui vont accompagner ça. Et c'est souvent ça qui se passe. Les designers ne changent pas les comportements. Mais les meilleurs designers sont ceux qui vont sentir ce qu'il est en train de se produire et, justement, ne pas continuer à dessiner les canapés de papa. Ne pas devancer, mais accompagner le mouvement. Exactement. Et donc, oui, ce qui se passe typiquement aujourd'hui, c'est vraiment dans une forme de continuité, sans doute, de tout ce qu'on a tous vécu comme une sorte de grande science-fiction, ce confinement, en se disant finalement, mon espace de vie, c'est mon premier épiderme. C'est mon corps un peu augmenté, et où du coup, il faut que je repense la façon dont j'y vis, la façon dont je vais interagir. Alors parfois, dans le confinement, on était un peu forcé, mais dont je vais interagir avec ma femme, mes enfants, mes amis, ce que je me crée et je me préserve comme zone un peu plus... Voilà, comme noyau effectivement à préserver, qui est celui de mon intimité. Et puis du coup, je vais aussi y travailler parce que voilà, on l'a vécu. Donc tous ces mouvements sociétaux modifient forcément la façon dont je vis et du coup doivent de fait modifier les objets qu'on va produire. Et ça, vous essayez de l'intégrer dans vos créations ou vous préférez être en rupture ? Non, j'essaie d'abord de le comprendre, de l'analyser, et puis ensuite d'y apporter une réponse. On est assis sur un canapé, là, que j'ai dessiné il y a quelques années, qui s'appelle Familyscape. Familyscape, paysage de famille, si on voulait le traduire en français. Et lui, je l'ai dessiné non pas en me disant comment je vais créer un joli canapé avec des jolies formes,
On s'en fiche pas mal. Et ça, finalement, c'est assez simple à faire, un joli canapé avec des jolies formes. Mais je voulais en faire un objet où, finalement, parce que justement, dans un habitat, j'ai parfois besoin de recevoir un rendez-vous professionnel. Ça peut arriver, donc j'ai besoin d'être un peu formel. Et donc j'ai une zone, c'est la zone où là je me trouve. Ah, vous êtes dans la zone formelle, Là, d'accord. le dossier il est un peu plus proche. Vous voyez, donc Oui. naturellement, je suis un peu plus formel. Donc, je peux prendre un café, je me tiens bien, je suis bien droit, etc. Et puis mon rendez-vous est terminé. Je vous passe. Oh la vache, j'en peux plus de ce mec. Cette interview était interminable. C'était interminable. Et puis une fois que je me suis reposé, mes enfants viennent et puis du coup ils vont se mettre là et puis ils vont discuter et puis ils vont s'asseoir ici et donc voilà c'est là typiquement un objet comme ça et ça n'est qu'un canapé mais l'idée dans son dessin c'est que finalement il intègre de façon la plus harmonieuse possible plein de moments différents qui sont les moments que je vis et le moment que vous vivez chez vous et comment un objet peut être un support de cela. Donc naturellement, je me suis mis dans le côté très confortable Ouais, de mais la là, vous chose. tenez de façon très formelle. Vous pourriez être beaucoup plus chill. Vous pourriez mettre votre tête sur la C'est coudoir là, et puis si je partais, vous mettriez vos jambes ici. C'est ça, je le ferai un peu plus tard. Exactement. Et comment justement ça se passe? Est-ce que vous avez un processus créatif assez rodé ou tout est différent selon l'objet? Alors c'est souvent très différent, mais j'ai des processus créatifs assez rodés, qui sont en fait de ne pas dessiner. D'accord. Qui sont, une fois que je me dis, tiens, j'aimerais bien travailler sur ce sujet-là. On parlait d'un canapé pour vivre plein de moments, ou on parlait d'une maison minimale pour les survivalistes de nouvelle génération. Et donc, je vais commencer à réfléchir dessus. Et donc, je dessine pas du tout. Je dessine pas du tout, et en général, je me renseigne même assez peu. C'est-à-dire que j'essaie de le faire de façon plus intuitive. Je ne vais pas aller dans les bibliothèques ou sur Internet, essayer de trouver ou rencontrer un maximum de survivalistes ou aller interroger 6500 familles sur la façon dont ils vivent avec leurs enfants, leurs amis et comment ils travaillent chez eux. Mais voilà, je sens, je vois, j'observe. Et donc, je vais faire travailler mon cerveau tout seul, sans m'en occuper. Et puis je vais l'interroger tous les jours. Alors, est-ce que tu as bien travaillé ces 24 dernières heures? Et donc, mon cerveau m'envoie des premières choses. Comme ça. Comme Minority Report. Vous avez des petites boules comme ça qui descendent. Et donc, vous regardez, vous faites un grand tri. Ça, c'est vraiment quel intérêt. Et il y en a quelques-unes où vous dites, ah, ça, c'est intéressant. En tout cas, ça semble qu'il y avoir des choses qui sont avec un potentiel là-dedans. Et donc, vous regardez, vous réfléchissez 5-6 minutes, pas beaucoup plus, et puis vous renvoyez la balle à votre cerveau, qui, pendant qu'on discute là, pendant qu'on va déjeuner tout à l'heure, pendant qu'on va dormir, votre cerveau, comme le mien, continue à travailler tout le temps. Et il va jouer comme un enfant qui est seul dans sa chambre et qui prend des choses, il va mixer des choses qui n'étaient pas censées être mixées, puis il va construire, assembler, etc. Et puis comme ça, jour après jour, vous voyez les idées qui commencent progressivement, c'est assez lent, mais à prendre forme. Et vient un moment où les choses commencent à être assez claires. Et là, c'est le moment où, pour le coup, je prends une feuille et un crayon et je vais essayer de dessiner ce que mon cerveau a déjà à peu près passablement conçu. Donc ça, c'est un exercice quand même très... il faut s'entraîner quand même pour avoir cette relation avec son cerveau. Il faut s'entraîner, mais on a tous un cerveau qui fonctionne plutôt bien et on a tous intérêt à le faire travailler un maximum et sans que ça nous épuise. Donc prendre ça, cette distance comme ça... Mais voilà, moi je sépare totalement les deux choses et il ne m'a jamais laissé tomber. Donc voilà, pourvu que ça dure. Mais c'est surtout que je me méfie en fait c'est-à-dire que si je faisais le même processus en prenant une feuille et un crayon, en me disant, bon sang, comment je pourrais répondre à telle ou telle problématique ou dessiner telle ou telle chose. Ma main, mais comme la vôtre, il y a des choses qu'elle aime dessiner ou qu'elle sait dessiner plus naturellement. C'est pour ça qu'on voit, vous êtes au téléphone, je vous donne un papier et un crayon, il y en a qui vont faire des spirales, d'autres qui font des ronds, d'autres qui font des traits, sans réfléchir. Parce que la main, mais c'est tout le corps, a des facilités, des virtuosités, des envies de faire tel ou tel mouvement. Un designer, c'est encore pire. C'est-à-dire que si vous lui donnez un crayon et une feuille, il va dessiner ce qu'il aime dessiner, ce qu'il sait dessiner. Et donc, et moi, l'intérêt, c'est pas de ce que j'aime dessiner ou ce que je sais dessiner. La question, c'est la réponse que je vais apporter. Donc, c'est pour ça que j'empêche ma main de prendre un crayon tant que mon cerveau n'a pas une vision très claire de ce que je veux parvenir à faire.
Et pour terminer cette partie, comment est-ce que c'est l'intérieur d'un designer? Est-ce que chez vous, vous avez que des meubles de design, que des meubles qui ont un intérêt particulier? Je ne sais pas, quand on s'imagine un intérieur de designer, on l'imagine, enfin moi personnellement, Comment vous l'imaginez? avec que des choses designées, pensées, Alors, pas que, j'ai un silex. justement. J'ai un silex, mais j'ai des choses très contemporaines, j'ai des choses anciennes, j'ai des choses fonctionnelles, j'ai des choses dont la fonction n'a jamais trouvé ce que c'était, que j'ai acheté chez un antiquaire. Donc oui, c'est des choses choisies, ça oui, parce que ça m'intéresse et que je crois au pouvoir des objets. Donc effectivement, c'est des choses qui sont choisies, mais c'est des choses qui ne sont pas du tout toutes signées, loin de là. C'est des choses qui ne sont pas toutes contemporaines, très loin de là. C'est quelques petites choses que j'ai pu faire, mais pas tant que ça. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, j'ai pas envie de. Je passe déjà la journée avec moi-même. Avec vos objets. Voilà. Donc, je crois pas que l'écrivain lit ses propres livres le soir quand il rentre chez lui, ou que le musicien écoute sa propre musique quand il va se coucher. Enfin, ou alors, ça devient un truc d'ego un peu tordu. Donc, on est plus proche du cabinet de curiosité, d'objets qui ont une âme, mais des âmes très très différentes les unes des autres. Et vous, tout ce que vous designez, c'est vos goûts? C'est ce que vous aimez? C'est une bonne question. Pas forcément. Pas forcément. On peut être amené à travailler sur des choses qui ne sont pas... j'ai été amené à travailler dans une église, il y a quelques années, église romane du XIe siècle. Je ne suis pas croyant moi-même. Donc je crois à l'inverse que c'est important qu'on puisse... Alors j'aime ce que j'ai pu produire, mais j'en suis pas le premier bénéficiaire. Je passe pas beaucoup de temps dans les églises. Mais le plus important, c'est essayer d'apporter la réponse, la chose qui vous paraît la plus juste, la plus légitime, la plus pertinente par rapport à la personne, le cœur, l'esprit, le cerveau que vous avez envie de toucher. Alors, on va tout de suite regarder un micro-trottoir. Nous avons demandé à des passants dans la rue ce qu'ils pensaient du design et en quoi ça allait toucher. Mettre du design chez soi, c'est apporter vraiment sa signature dans son intérieur. Le design, ça permet de ne pas tout avoir de standardisé dans une ville. Quand on voit les bancs ou les lampadaires typiques de Paris, tout vert comme ça, ça caractérise et ça donne une signature à la ville, ça donne son identité. C'est une discipline de création et je pense que introduire de la création et de la nouveauté, de l'innovation, ça fait du bien aux gens. Je pense que les gens sont mieux dans un environnement qui a été conçu et réussi. Ça régit la manière dont on se déplace, la manière dont on s'assoit, dans la manière dont on voit les objets et dont on utilise les objets en général et les bâtiments, etc. Le design en général, il a une influence sur sur la manière dont on appréhende le monde et donc je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des designs de plus en plus minimalistes, ce qui nous enferme aussi dans une sorte de minimalisation de ce qu'on perçoit, de ce qu'on ressent. Je préfère par exemple les designs plus anciens, les mouvements artistiques qui étaient avant, qui donnaient plus la place aux détails et même à l'artisanat, à la production humaine poussée, quoi. Pour moi, l'espace de la maison, c'est un espace véritablement très important. Il faut qu'on y circule bien, il faut que ça soit beau, il faut qu'il y ait des objets qui vous parlent. C'est pas forcément des objets design, mais ça va être des objets dans lesquels vous avez un rapport affectif. Ça apporte quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'utile, mais qui est de l'ordre du beau et qui est essentiel. C'est pas utile, mais en même temps, c'est essentiel d'avoir ça dans la vie. Parce que moi, je pense que la beauté, je pense que l'art, c'est très important. Je suis très impressionné par les réponses, qui sont franchement très justes. Depuis la première qui parle de quelle façon, justement, un objet donne une identité à une ville, et où d'une ville à une autre, rien que par les objets, on peut parfois savoir où est-ce qu'on se trouve, à ceux qui parlent de la notion d'utilité qui est discutable, de ceux qui parlent du besoin de toucher aussi, et de revenir à du détail et des choses plus sensuelles. Non, je vais prendre leurs coordonnées pour les embaucher. Non, mais il y a une notion de collectivité qu'on a peut-être un peu moins parlé dans l'interview. Est-ce que forcément, la Vasque Olympique, c'était quand même... Le collectif, c'était ce qui avait le plus central dans ce projet. C'est ce qui vous a plu assez rapidement quand vous avez répondu à l'appel d'offres?
En fait, l'objectif, c'est de toucher chacun individuellement. Ensuite, s'il y a un seul individu, 2, 10, 100, 1000 ou, concernant la VASC, on parle de 5 ou 6 milliards, oui, sans doute c'est mieux. Mais l'objectif, c'est pas... Pour moi, l'objectif, c'est pas le nombre. On a connu une époque où, effectivement, les designers n'avaient qu'une obsession, c'est de produire dans la plus grande quantité possible et être dans toutes les maisons possibles et tous les appartements possibles. C'est un ego trip, en fait. Parce qu'en fait, on a vu un peu la limite de ça, de cette production de masse, parce qu'aujourd'hui, ça devient des déchets plastiques flottant dans les océans. Donc aujourd'hui, je suis assez détendu avec ça. Si on peut toucher des millions ou des milliards, pourquoi pas. Mais le fait de pouvoir en toucher des milliards avec un seul objet, sans besoin de produire 6 milliards d'objets, j'aime assez l'idée. Mais après, il y a des designers qui pensent plus... Enfin, je ne sais pas plus ou moins par rapport à vous, mais qui ont une patte plus urbaine, par exemple, qui vont vraiment designer des objets urbains dont l'objectif est de créer société, de créer le mouvement. Ça, est-ce que c'est quelque chose auquel vous... Peut-être un nouveau projet donc vous auriez, non, alors j'ai travaillé sur du mobilier urbain, sur beaucoup de choses très différentes. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut éviter d'être spécialiste. Éviter d'être expert. Je crois que une certaine naïveté, une certaine candeur dans un domaine, c'est souvent là où vous allez reposer des bonnes questions et éviter d'avoir des recettes. Donc le mobilier urbain est un sujet qui m'intéresse, mais je ne voudrais surtout pas être un designer spécialiste en mobilier urbain. Et donc là, votre nouveau projet, votre prochain projet, c'est sur quelque chose où on ne vous attend pas du tout? Il y en a un certain nombre sur lesquels, effectivement, on ne m'attend pas et où je ne m'attendais pas avant qu'on me demande d'y participer. Il faudra qu'on se revoie pour qu'on en parle. Ravi. Merci beaucoup, Mathieu Luhaner, d'avoir participé à notre première édition d'Expérience. Merci. Je vous souhaite tout le meilleur. Et voilà, c'est déjà la fin d'Expérience, l'émission qui vous fait vivre la culture autrement. Merci à tous nos chroniqueurs, intervieweurs, reporters pour cette aventure collective. Merci à Jamal Gul, Laurent Mèvre, Béatrice Constant et Juliette Miglierina qui étaient derrière en régie. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Expérience et je vous dis au mois prochain.